monsieur, madame, aujourd'hui, de manière assez particulière, vous nous prenez avec une vingtaine de minutes de retard, mais pour ceux qui nous rejoignent sur B1, ce qu'on peut également dire, c'est que la nuit est tombée sur la ville et que les lampions se sont éteints sur le 14e sommet de la francophonie. À Kinshasa, l'événement a été précédé par de fortes émotions. Et la semaine a été de très fortes surchauffes politiques autour d'une rencontre multilatérale où près de 75 chefs d'État et de gouvernement étaient attendus. Le sommet, tel que vécu, construit, conclu et projeté dans l'avenir, c'est de cela que nous parlerons ce soir avec les invités que nous avons. Professeur d'université, analyste, membre du PPRD, ancien ministre de l'Énergie, Banyarkou, Loapé et Poutou, et également M. Jean Kangoudi, membre du bureau politique de l'Union pour la nation congolaise, UNC, ou pour être très précis, Pierre Kangoudi. Pierre Kangoudi, secrétaire national de l'UNC. Alors, le sommet, tel que vécu, tel que construit et tel que projeté dans l'avenir, comment peut-on le prendre? Je crois que de manière objective, il faut prendre ça comme un premier grand essai de notre placement diplomatique, c'est-à-dire de la RDC. Et il faut aussi prendre aussi en termes de résultats. Je pense que c'est très nécessaire. Et c'est très important qu'on prenne en termes de résultats. Et des trois, il faut prendre ça, comme vous venez de le dire, en termes de perspective. Qu'est-ce que nous gagnons par ce sommet en tant qu'ouverture envers les autres États, les autres puissances? Quels sont les éventuels appuis qu'on peut obtenir par des relations, par le stratégie qu'on devrait avoir avec les autres États? Et enfin, je crois que c'est aussi utile, en termes de perspective, quel est le modèle que nous pouvons avoir pour que notre organisation puisse avoir des effets plus cumulatifs, plus productifs et plus créatifs pour ce qu'on a donné pour aujourd'hui, pour les déploiements de la paix, les déploiements du développement dans tous les États qui font partie de la francophonie et éventuellement pour tous les États du monde. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui peut vous permettre déjà à ce niveau de vous expliquer pourquoi il y a eu tant de surchauffe dans la ville, tant d'émotions dans la ville avant la tenue de ce sommet? Très brièvement. Oui, mais je crois qu'on peut comprendre facilement. Il y a d'abord ce que je peux qualifier d'enjeu politique. Dans chacun des États, la France venait justement des élections. Il y avait des tiraillements pour le rapprochement de positions entre la France de gauche, le parti communiste, le Front de gauche, les écologistes et les partis socialistes comme tels, qui devraient faire une alliance avec tous les tiraillements possibles. Évidemment aussi tous les rapprochements sur l'essentiel. Et je crois dans ces tiraillements, il faut placer les éléments de campagne. Les éléments de campagne. Et principalement des questions liées, puisque lorsque vous parlez de l'immigration par exemple, vous devez chercher à vous démarquer de position, par exemple, de la droite. Oui, mais pour revenir à la question congolaise, dans le contexte qui est le nôtre. Oui, le contexte qui est le nôtre, puisque la France devrait être représentée dans la francophonie, dans un pays où il estimait, pour des raisons, je veux dire, politiques internes, que ça ne valait pas la peine d'aller, puisque ce n'était pas encore la démocratie, où la démocratie il y avait un problème, puisqu'il y avait un problème des droits de l'homme. Et là, toute la gauche n'y était pas nécessairement d'accord. Ok, on pourra peut-être y revenir un peu plus autrement, avec un peu plus, comment est-ce qu'on dit, avec un peu plus d'éléments. Oui. Et peut-être que déjà, à ce niveau, on peut essayer de prendre l'avis de
Pierre Je Kangoudi n'ai pas de terminé, l'Union je vous en nationale. On y reviendra de toutes les manières. Nous sommes Oui. encore en début de ce programme et nous avons 1 heure pour Oui. échanger, pour parler du sommet tel qu'il a été vécu, tel qu'il s'est préparé, Oui. tel qu'il s'est construit. Peut-être pour voir avec vous, si vous le prenez aussi comme un rendez-vous qui a vécu, venir ou ne pas venir, on sait déjà que cette question appartient au passé. François Hollande était là et le sommet a vécu. Pierre Kangoudi. Merci beaucoup, Claude, pour la parole. Ce que moi je peux retenir, c'est que ce rendez-vous était très attendu par notre peuple. C'est la raison pour laquelle, compte tenu des problèmes internes, de la rupture sociale née des dernières élections, il y avait déjà une très grande polémique. Quand vous lisez la charte même de la francophonie, qu'est-ce qu'elle nous dit? En très peu de mots, peut-être. Oui, non, je aller, vous donne juste juste une phrase. Les institutions, ou plutôt la francophonie, doit veiller à ce que les règles de démocratie dans les pays membres soient respectées. Oui, mais maintenant Bon, que ce mais sommet c'est a la été raison vécu. pour laquelle, pour beaucoup de Congolais, les dernières élections n'ont pas respecté cette dimension-là. Voilà pourquoi les gens, et avec, c'est vrai, comme venait de le dire le professeur Bagnakou, avec le changement intervenu en France pour François Hollande, pendant sa campagne, il n'était pas question qu'il donne l'impression d'encourager des régimes qui ne respectent pas les droits de l'homme et les règles de démocratie. Et tel, d'après lui-même, tel en était le cas. C'est la raison pour laquelle il y avait des polémiques. Est-ce qu'il allait venir? Est-ce qu'il n'allait pas venir? Oui, Voilà ce questionnement, comment on fait... La polémique qui a précédé la tenue du sommet, la venue ou l'absence du président français. OK. Mais maintenant, quand nous regardons la manière dont le sommet s'est tenu, il faut dire que beaucoup de nos compatriotes ont assisté à un événement qui, sur le plan du discours, n'a pas manqué d'intérêt. Mais le vrai problème que nous avons, c'est qu'avec ce genre de rendez-vous, avec un événement de portée mondiale comme le sommet de la francophonie, nous, dans le contexte actuel de la République démocratique du Congo, nous aurions pensé que nous allions saisir cette opportunité pour faire en sorte que la francophonie nous accompagne dans notre quête pour la pacification du pays. C'est ça ce qu'attendent en premier lieu les Congolais. Moi, je retrouve encore le président Diouf qui disait lors de son mot d'ouverture que ce qui a été fait est fait. On ne va pas demeurer dans une sorte de mur de lamentation. Maintenant, il faut savoir comment construire l'avenir. Et c'est la grande question qui est posée, et c'est peut-être à vous et peut-être également à vous que je vais la poser au cours de ce programme, puisque nous réexaminons le sommet, nous faisons un décryptage, nous revoyons tout cela de manière un peu décalée pour essayer de voir comment faire avancer les choses d'une certaine manière. Oui, je vais bien rebondir sur cette question. La quête pour la démocratie, où est la démocratie? La quête pour le respect des droits humains, c'est une quête permanente. Et j'ai dit que depuis 60, du moins les dates des indépendances d'Afrique, je crois que le quiproquo se trouve à ce niveau. C'est-à-dire, on veut, bon, je ne tiens pas nécessairement à l'hypothèse de jeune ou vieille démocratie, mais j'ai dit que ce processus, pour ceux qui vraiment s'intéressent, on voit que les avancées ne tiennent pas nécessairement des pays qui parfois ont une grande aspiration, une grande quête pour la démocratie, et tout l'environnement qui n'y prête pas. Vous savez, aujourd'hui, c'est bien de dire, 50 ans après, le Congo, c'est la même chose, mais on peut aussi se demander, 50 ans après, qui sont les grands obstacles
à la démocratisation. Et ce sont les Congolais, même s'il y a eu des dictatures, et ce sont les Congolais qui ont fabriqué ces dictatures, ou que c'est parfois à l'extérieur qu'on a fabriqué. Ça, c'est de un. Et de deux, je crois que la variante de démocratie, ou surtout des droits de l'homme, et nous sommes en position parfois de nous demander si ce n'est pas en Europe où il se pose réellement cette question des droits de l'homme. Voilà. Professeur, je vais vous reprendre autrement, peut-être en posant d'abord une autre question à M. Kangoudi de l'UNC. Quand vous entendez le président Kabila dire que nous n'avons pas de complexe à nous faire, la démocratie, nous n'en avons pas peur, et on peut se poser la question de savoir qui a peur de la démocratie, qui n'en veut pas. Est-ce que vous pouvez, très brièvement? Je ne sais pas, vous savez, avec notre chef de l'État, il y a quand même une difficulté. Quand vous regardez la manière dont nous avons évolué depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il y avait beaucoup d'espoir qui était fondé sur son avènement au pouvoir. Mais revenez un peu sur le sommet. Peut-être on ne va pas refaire tout le passé. Non, non, mais quand vous voyez depuis de 2006, 2011, nous n'avons pas progressé, nous avons reculé. C'est vrai, je suis d'accord avec le professeur quand il dit que le respect des droits de l'homme, les processus démocratiques, c'est un processus qui évolue dans le temps. Vous ne pouvez pas prendre ça de manière photographique et dire que paf, on s'arrête là. Est-ce qu'il y a démocratie, il n'y a pas de démocratie? Toutes les sociétés n'évoluent pas de la même façon et au même rythme. Nous avons des problèmes internes qui peuvent faire en sorte que nous puissions connaître un retard. Ça, c'est vrai, nous sommes sortis, nous ne sommes pas sortis, nous sommes dans des turbulences depuis plusieurs années maintenant, presque 2 décennies, si l'on doit prendre comme point de départ le versement de tous les réfugiés rwandais sur le territoire congolais. À partir de ce moment-là, on peut dire que l'ordre public interne avait été perturbé, mais on a connu quand même une évolution à un moment donné qui était une évolution satisfaisante au regard de tous les observateurs, qu'ils soient internes ou externes. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, en 2004, il y a eu un mouvement toujours dans le Kivu avec le colonel Mutebussi et Kunda Batware. La réaction de la population dans la ville de Kinshasa a été d'une virulence extrême. Ça pour dire quoi? C'est pour dire qu'il y avait une adhésion populaire au projet politique qui était en place en ce moment-là. Les gens avaient adhéré au processus, ou plutôt au principe de gestion qui était assis sur le 1+4. Mais est-ce que vous voulez dire d'une autre manière que vous êtes trop pessimiste sur l'avenir du pays? C'est pas quand même ce que vous allez dire. Non, je n'aimerais pas verser dans le pessimisme. Je suis congolais et je n'aimerais pas dire, au risque de passer pour un chauvin, je n'aimerais pas dire que je suis congolais d'origine et de nationalité et que n'ayant pas une autre nation, mais c'est la vérité de toute façon, je n'ai pas versé dans le pessimisme puisque moi je n'ai pas un autre pays dans lequel je vais évoluer. Je me battrai jusqu'à ma dernière énergie pour que notre pays aille de l'avant et que nous puissions trouver la cohésion interne nécessaire qui va fonder alors qui va cimenter les socles sur lesquels nous allons lancer véritablement le développement de ce pays. Ça voudrait peut-être dire, si mais je peux maintenant, quand vous regardez ce qui se passe en ce moment, depuis la révision constitutionnelle de début 2011, les élections que nous avons connues dans ce pays, le regard qu'a la communauté internationale, mais pas seulement la communauté internationale entendue ou bien vue sous l'angle des pays dominants, mais c'est tout le monde. Je vais vous donner un exemple. Dernièrement, j'étais en train de suivre, comme ça par hasard, un documentaire sur l'épidémie de la peste bubonique au Kazakhstan. Et il y a une dame, professeure d'université, qui est la patronne de la cellule de recherche sur cette épidémie-là. Et quand elle parle, vous savez ce qu'elle dit? En pleine émission, elle dit non, vous savez,
Ici, il s'agit d'un danger pour l'humanité. C'est exactement comme le choléra en République démocratique du Congo. Bon, c'est vous une façon vous de rendez dire, compte c'est un pas peu c'est ce une que façon c'est de dire. Vous n'allez l'image pas que dire nous que donnons. puisqu'il a dit cela, que voilà, ça il veut dire qu'il y a un problème conformer. sérieux même d'image. Nous sommes en train d'envoyer une image véritablement négative. La preuve, regardez comment le gouvernement de la République, notre gouvernement qui est en place, même si nous sommes de l'opposition, mais c'est ce gouvernement-là qui prend la parole à notre nom. Regardez comment il est en train de se battre pour essayer de redorer d'essayer d'apporter une contribution à même de redorer un peu l'image du pays, mais ça ne marche pas, ça ne colle pas. Nous sommes agressés. Et notre président de la République, M. Joseph Kabila, aucune fois, je dis bien aucune fois, il n'a cité le pays agresseur. Aucune fois dans sa bouche, vous n'entendrez jamais qu'il dise que non, les M23, et c'était un mouvement, mais les autres membres du gouvernement le disent, les membres de la majorité le disent, mais le chef de l'État, c'est lui le chef de l'État. Oui, mais peut-être que si vous estimez Pourquoi n'ose-t-il pas le dire? si Quel peut-être est le vous problème? estimez qu'il y a un problème quelque part, peut-être que vous avez également une sorte de solution de sortie de crise. On verra comment construire pour aller de l'avant, mais peut-être qu'à ce niveau, avant qu'on se relance, on voudra bien voir si la régie peut donner une possibilité de souffler pour qu'on se reprenne et qu'on progresse avec ce programme. Suivez la marche du monde. Prenez avec nous l'information. L'événement B1, entre guillemets, tous les dimanches à partir de 20h30. À un certain moment, on pourra savoir comment suivre la marche du monde par rapport à l'actualité qu'il y a eu ici dans la semaine. Nous sommes au cœur du sommet de la francophonie que nous essayons de décrypter et de relire autrement. Oui. Professeur Baniakou. Oui, je voulais, de manière méthodique, vider les questions pour qu'on avance, puisque le problème de la démocratie des droits humains, nous venons, je dirais, de nous mettre d'accord qu'il y a des niveaux et des contextes qui sont à la fois internes et externes, mais dans les cas de l'Afrique en général et du Congo, les contextes internationaux a joué plus que le contexte national. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je vais dire tout simplement que le moment de l'indépendance, l'aspiration fondamentale était démocratique. Mais vous avez vu comment est-ce qu'on nous a vidé jusqu'à l'argent qui était au trésor pour qu'on ne puisse pas avancer. Et après, les quelques assauts des révolutions pour ajuster ou pour combattre la dictature, vous avez vu comment ça a été systématiquement écrasé. Et quand le mouvement qui vient de Kabila, les pères, arrive, ça n'a fait que 2 semaines de paix avec ceux qui peut-être l'ont appuyé, 2 semaines ou 1 mois, et puis c'était la rupture avec la francophonie, avec les États-Unis, avec le Canada, et puis ça s'est terminé comme ça. Bon, qu'est-ce que vous trouvez par exemple comme explication à ce genre de situation? Oui, à ce genre de situation, j'ai dit, tant que la démocratie a une dynamique, et je pense qu'effectivement, que ce soit l'opposition au Congo, tout comme le pouvoir, la majorité, je vais dire, personne aujourd'hui ne peut tenir un discours antidémocratique et être accepté. Donc, chacun se donne une marge de précaution pour dire attention, quand on dit on a arrêté les gens, on a arrêté un opposant. Tout le monde, même ceux qui sont de la majorité, tout le monde va chercher une explication et du moins prendre position en fonction de cette explication. Les droits humains, j'en passe. Je voudrais m'accrocher là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, pensez-vous que vraiment tous ces problèmes de discrimination en Europe, particulièrement contre les populations d'origine étrangère, je prends pour exemple actuellement la France, mais pour chasser les Roms, hein, c'est trop grave. C'est-à-dire que ces gens qui ont 2 générations, 3 générations, qui ont vécu dans cet espace, vous vous réveillez un matin, vous dites c'est terminé, il faut partir. Parce que ce n'est pas une façon de dire. Bon, je ne crois pas que vous prenez les choses comme ça. Non, je voudrais dire qu'il y a des problèmes partout. Il y a des bévues. Oui, sur les droits humains, ça veut dire l'homosexualité, et puis peut-être plus tard l'hétérosexualité homo-bestiale, c'est-à-dire autoriser aussi que les hommes aillent avec les bêtes.
Si c'est ça les droits humains, ben moi je vous dis qu'alors ça, quelque part, il faut doser, requalifier, puisque quand un peuple vous dit, nous ne voulons pas de l'homosexualité, vous dites, ils sont contre des droits humains, ils sont homophobes. Et c'est un peu ça qui, je pense que les discours ne sont pas concordants, et c'est comme ça que j'ai voulu entendre cette réaction de manière nette. L'opposition peut ne pas l'avoir, mais de manière nette, du côté des gouvernements, c'est dire de quels droits humains, si on parle des traitements, par exemple, des opposants. Mais moi, j'aurais voulu qu'on élargisse les droits humains en ce qui concerne la santé, les droits humains en ce qui concerne l'éducation, les droits humains à tous ces jeunes que nous voyons dans la rue qui doivent être récupérés, réinsérés dans la société. C'est ça les droits humains. Voilà, c'est déjà plusieurs questions que vous soulevez comme ça. Mais pour vous, monsieur Kangoudi, par exemple, quand on parle de droits humains, comme le fait remarquer le professeur Bagnacourt, peut-être par rapport à ce que vous aurez voulu entendre au cours de ce sommet, qu'est-ce que vous aurez voulu entendre de la bouche de François Hollande, puisqu'il y a eu un débat ici, qui viennent ou qui ne viennent pas, il est venu, tout ce questionnement appartient au passé, mais pour reprendre la question des droits de l'homme. Non, j'aimerais plutôt rebondir sur ce que vient de dire. Oui, ça nous permettra d'avancer parce qu'on ne va pas tout reprendre. Il nous permet d'avancer, il a une démarche méthodique que j'apprécie beaucoup, parce que ce qu'il dit, c'est la vérité. Au moins, j'ai vraiment le privilège d'être là. Je suis dans votre studio avec lui parce que c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, c'est quelqu'un... Professeur d'université, ancien ministre de l'énergie, donc question de ressources naturelles, on pourra aussi en parler ici avec lui. Et il continue à confirmer là. Vous voyez, il dit des choses qui sont des choses vraies. Oui, mais de quels droits humains? La difficulté, c'est quoi? D'après ce que dit le professeur, c'est vrai qu'il y a des erreurs de la communauté internationale. Ça, c'est vrai. Mais il y a aussi les erreurs des Congolais. Nous tous, nous avons aussi commis des erreurs. Prenez l'exemple du déversement des réfugiés Hutus en 1994 sur les territoires congolais. Mais mais moi d'ailleurs, je peux dire que je peux me mettre de côté parce que vous étiez mon patron, vous étiez au gouvernement et nous étions vos conseillers à l'époque. Mais nous nous souvenons tous que c'était le président du Sénat actuel, le président Kengo Adondo, qui était Premier ministre. Mais il s'était opposé à l'entrée des réfugiés Hutus sur le territoire congolais. Mais la faute, c'est rien que pour ce point-là précis. Il faut que nous ayons le courage de le dire. Moi, je n'ai pas fait partie des libérateurs, j'étais là. Donc, je peux dire que c'était la faute au président Mobutu. C'était pour des raisons personnelles, parce qu'il avait envie de casser un peu l'embargo diplomatique dont il était victime en ce moment-là. Et il a accepté que l'on ramène, que l'on accepte la présence de ces Hutus rwandais. 2 millions en une fois. Aucun autre pays au monde ne peut l'accepter. C'est impossible, vous ne pouvez pas les gérer, d'autant plus qu'en ce moment-là, nous étions déjà en difficulté énorme. Nous avions un budget de l'État qui ne dépassait pas les 200 millions de dollars en termes de recettes budgétaires. Et moi, j'étais conseiller financier du ministre des Finances de l'époque, et donc je suis très bien placé pour pouvoir en parler. Mais comment est-ce que vous pouvez accepter une telle présence sur votre territoire alors que vous n'avez même pas le moyen de gérer vos propres institutions parce que vous n'avez pas les moyens? Ça, c'est une faute qui incombe aux Congolais. Oui, il n'y a pas que des fautes chez les... Oui, mais peut-être... Il y a eu la faute, mais peut-être, M. Kangoudi, s'il vous plaît, Monsieur Kangoudi, s'il vous plaît, peut-être qu'il faille qu'à ce niveau, on essaye de comprendre très brièvement pourquoi vous remettez cela sur la table aujourd'hui, à partir du moment où c'est un fait que vous, M. Bagnacourt et bien d'autres, en tant que responsables politiques, devraient avoir déjà assumé et que ce qui importerait maintenant, c'est de trouver une solution. C'est vrai, Claude. Vous, les journalistes, toute cette rhétorique-là, nous sommes d'accord. Mais pourquoi nous discutons? Pourquoi vous organisez ces débats? C'est pour que nous puissions échanger et peut-être qu'on peut dégager un consensus. Il y a déjà les consensus sur pas mal de choses ici. Déjà, dès le départ, vous voyez que nous ne nous affrontons pas sur tous les points. Non, ce n'est pas vrai. Quand nous sommes en train de le dire, pourquoi le prof est en train d'insister là-dessus? C'est qu'il y a aussi une part de responsabilité de l'extérieur. Mais ne lui donnons pas notre responsabilité à nous. Nous avons aussi une responsabilité. Une part de responsabilité de l'extérieur. Mais qu'est-ce que vous, les Congolais, vous pouvez faire déjà entre vous par rapport à ces responsabilités que vous estimez être de l'extérieur? D'abord, par rapport au sommet. Qu'est-ce que les Congolais peuvent faire entre eux? J'ai commencé par dire que la plupart des Congolais ont trouvé que ce sommet n'était pas sans intérêt, n'est-ce pas?
la plupart des discours qui ont été prononcés sont allés dans le sens de l'encouragement d'aller plutôt vers plus de démocratie, plus de protection des droits humains, comme l'a dit le professeur, même si on peut peut-être avoir une conception dans le fait qu'il ne soit pas toujours la même. Mais au moins, sur ce point-là, je crois que les gens ont trouvé que ces sommets n'ont pas manqué d'intérêt. Mais maintenant, la difficulté que nous avons, c'est comment nous allons capitaliser ces sommets. Comment nous avons eu des présidents. Nous avons eu des présidents qui ont dénoncé l'agression de la République démocratique du Congo par un pays voisin, c'est-à-dire le Rwanda. Moi, je ne voudrais pas avoir le langage du président Kabila qui n'ose pas nommer le Rwanda, qui n'a jamais nommé, qui n'a jamais touché du point la responsabilité du président Kagame et qui ne veut même pas dire que ceux qui sont en train d'agresser la République à partir de sa frontière de l'Est, il s'appelle M23. Ne serait-ce que de le dire. Et même ils disent que nous sommes les M23, regardez ce que nous sommes en train de faire. Mais suivez le discours du président de la République. À ce moment-là, vous êtes en train de bloquer l'élan national. Vous ne savez plus quoi faire. Mais c'est qu'est-ce que nous nous demandons? Nous disons il faut poser des actes qui vont dans le sens de la décrispation politique. Très bien. Je voudrais peut-être reprendre les choses autrement. Vous, aujourd'hui, vous êtes là dans l'opposition, comme on dit. Professeur Bagnakou, lui au moins, on ne peut pas dire qu'il ait déjà changé de camp parce qu'il n'a jamais été de l'opposition. Non. Ministre sous Birindoa, et puis dans les rangs du PPRD, il est toujours à leur côté, il a gardé une certaine constance. Mais je n'étais pas membre d'un PRF privé. Non. Ok, très bien. Mais vous, opposant, comparaison, François Hollande revient, est ici, à Kinshasa, vous cherchez à le rencontrer pour lui dire quoi? Mais nous cherchons à le rencontrer. Est-ce que vous l'avez rencontré? Ah ben bien sûr, vous savez bien que le président Hollande a reçu il a été en premier reçu par le président Kabila et à la sortie lui-même a reçu les acteurs de la société civile et puis une délégation de l'opposition conduite par le président de l'UNC Vital Kamerhe. Pour lui dire et quoi? L'après-midi, il y a eu un mémorandum qui a été préparé. Écoutez, il y a pas mal de problèmes qui se posent dans ce pays. S'ils peuvent accompagner les processus de manière à éviter qu'il y ait l'éclatement ou la balkanisation du pays, ça, ce n'est pas mauvais. C'est la raison pour laquelle nous pensons que les gens peuvent aider la République démocratique du Congo à aller de l'avant. Très brièvement peut-être, est-ce que vraiment il y a par exemple le problème de la guerre à l'Est. Nous aimerions que la France vienne appuyer la République démocratique du Congo, ne serait-ce que dans l'envoi d'une force neutre. Le Rwanda s'y oppose et le président Kabila s'aplatit. Ce n'est pas normal. En ce qui concerne l'opposition elle-même, la désignation du porte-parole de l'opposition. Mais l'opposition est en train d'être torpillée de manière systématique parce que le président Kabila lui-même, au lendemain des élections de 2011, a déclaré ceci. Ce sont les propos rapportés par le vice-premier ministre belge et ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, qui a dit ceci, que le président m'avait dit qu'il ne fallait pas que nous, de la communauté internationale, nous puissions soutenir comme porte-parole de l'opposition un ancien candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que vous voulez dire qu'il suffit qu'ils le disent pour qu'il n'y ait pas un ancien candidat au présidentiel? Mais non, nous sommes en train de voir toutes les manœuvres dilatoires de la part de deux présidents de la Chambre et surtout du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, qui, malgré le fait qu'il ait été saisi par les présidents des groupes parlementaires jusqu'à maintenant, il n'ose pas convoquer, comme le dit la loi sur le portant statut de l'opposition, il n'ose pas convoquer la plénière de l'opposition. Oui, et nous sommes respectueux quelque chose que vous avez dit à François Hollande. De la République. Pardon? C'est quelque chose que vous avez dit à François Hollande. Ah ben oui, et puis les noyautages de l'opposition, ça, nous sommes en train de vivre ça tous les jours. Ça, c'est une vérité. Oui. Les gens ne s'en cachent même plus. Oui, moi je voudrais, puisque nous sommes au deuxième stade, pour parler de cette agression que, dans les discours politiques du chef de l'État ou de la majorité,
qu'on n'arrive pas à nommer. Moi, je pense, je n'ai jamais été ni de près ni de loin mêlé à un discours du chef de l'État. Mais je voudrais penser que si, dans les contextes actuels, l'agression est simplifiée au fait du Rwanda, c'est une démarche hors plaque. Oui, mais peut-être avant que vous continuez. Oui. La fameuse thèse de balkanisation, vous y croyez? Mais non, mais la balkanisation, mais nous sommes dans un problème plus complexe. Bon, mais revenez sur ce dont vous Oui, parliez avant de continuer. j'y viendrai. Oui. Ici, nous savons très bien que je nomme la multinationale First Quantum, qui a passé tout le temps à soutenir la rébellion nationaliste ou de libération, qui n'a pas trouvé son compte, qui est revenu. Et pas plus tôt que avant les élections. Les tractations, et je pense que c'est sorti dans la presse, et j'ai vu Soft qui décrivait le contact entre le chef de l'État et ses collaborateurs pour dire, voilà, vous devez signer les textes de First Quantum, les contrats, qui étaient déjà un contrat révisé, et dont l'arbitrage a été en faveur du Congo, vous devez signer, sinon vous n'aurez pas l'effacement de la dette. Et c'est même First Quantum, qui est une multinationale canadienne, quelques jours avant la rébellion, a tout simplement, avec les autres multinationales anglo-américaines, ils ont tout simplement situé la barre très haut. Que si vous voulez que les centres d'expertise, de négoce, puisqu'il s'agit aussi de ça, les centres de négoce soient installés à Goma et à Bukavu, pas nécessairement dans la ville, voilà nos conditions. Si nos conditions ne sont pas là, eh bien, on n'installe pas ces centres de négoce. Ces conditions sont lesquelles? Vous les connaissez? Bon, j'aime bien ne pas vraiment entrer dans le détail, mais je dis tout simplement, par exemple, l'approchement du prix à la cotation internationale. En fait, si on vend, par exemple, à $500 les coltans, la lantinide et autres, il faut qu'on se mette un peu dans les marges qui permettent à ce que les opérateurs puissent récupérer au niveau de la communauté. Ça, c'est quelque chose. Le Congo a affiché ses résistances. Le 13 mai, il y a le mouvement qui se décompte. Et vous allez dire que ça, je voudrais bien poser cette question. Pensez-vous que le Rwanda est capable de consommer 20 tonnes de coltan par mois? 20 tonnes de coltan, c'est-à-dire qu'au bout d'un mois, ça ferait, de 10 mois, ça ferait 100 000 tonnes, 20 000 tonnes, pardon, 200 000 tonnes. 200 000 tonnes, comment est-ce que vous pensez que 200 000 tonnes, les Rwandais, c'est le peu? C'est qu'il y a derrière les Rwandais, peut-être l'intelligence stratégique d'être utilisée, mais l'Ouganda est dans la même chaîne. Tous les armes qui utilisent les différents groupes, ils ne passent pas le Rwanda. Oui, mais cela, ce que vous faites remarquer, oui. Repris dans le contexte actuel par rapport à ce genre de récrimination de Pierre Kangoudi de l'UNC et peut-être d'autres observateurs. Donc j'ai dit que citer le Rwanda, quand on dit force extérieure, et je suppose que l'élite congolaise est suffisamment grande pour dire que les quelques milliers de personnes d'origine, par exemple Tutsi, ou du parti du chef de l'État, qui dirige près de 7 millions de personnes, ils sont déjà suffisamment en danger pour mener notre avantage, prendre les Nandais, prendre les Obashi, qui sont déjà très compliqués, des dynamiques millénaires. Comment il va les gérer? Est-ce que quand vous entendiez, par exemple, genre de discours de M. Kangoudi, c'est comme si vous vous dites que... Non, par contre, les multinationales, ils veulent garder cet espace en toute liberté, hors intervention de l'État, et ils ont ce qu'on appelle M23, moi j'appelle M-Coltan. C'est des gens qui avec des armes derrière les puits, et ils s'arrangent avec les chefs fonciers, et demain ils s'arrangent avec tel politicien. Ce n'est pas seulement du Rwanda, même ici au Congo. Je ne voudrais pas vous demander de répondre à sa place, mais est-ce que ça vous paraît comme quelque chose que eux de l'opposition ne comprennent pas? Pas l'opposition seulement, mais c'est toute la communauté. Même la majorité tiennent constamment ces discours de la balkanisation. Le plus grand danger pour le Congo actuel, ce n'est pas la balkanisation dont on parle, c'est le clivage Est-Ouest qui devient quand même très criant.
C'est ça les clivages. Bon, ça peut ouvrir un autre débat. Oui. Est-ce que ça Au veut dire... Kasaï, vous allez demander à quelqu'un, par exemple, Mboujumaï, il n'y a aucun taxi. À Kananga, il y a 2 taxis. À Mbandaka, aucun taxi. Au Bandunduta. Mais pendant que vous trouvez, par exemple, à Bukavu, 200 taxis, à Goma, 200 taxis, et vous allez dire qu'il y a une guerre, que les autres doivent attendre de payer l'impôt. Non, c'est ça le grand danger. Et ça, je vous dis, c'est plus que l'élément de balkanisation que moi je réfute, puisque je ne vois pas le Rwanda et moins encore l'Ouganda prendre les risques de venir gérer tous ces bâches, ou même les Hutus congolais, et à la limite même les Tutsis congolais, venir les gérer dans ces grands espaces du Congo, je pense qu'ils ne sont. Donc, ils sont dans la logique où les multinationales, vous n'avez qu'à voir comment est-ce que un grand pays, un ancien Premier ministre peut venir se faire consultant dans un pays. Ce n'est pas le pays. Donc c'est une Vous parlez multinationale. peut-être de Tony Blair, mais Pierre Kangoudi, comment vous prenez la chose pour qu'on avance? Non, mais moi, je continue à défendre ma position. Vous n'êtes quand même pas dans une sorte de statu quo, une position Non, arrêtée. je Vous suis en train dites de que dire c'est seulement comme ça, ça ne peut être que comme ça. Le professeur met uniquement l'accent sur l'extérieur. Il est possible, puisque nous ne sommes pas dans les secrets des dieux, il est possible que, en tant que chercheur, il est tombé sur une information qui va dans le sens de la position qu'il nous développe, et nous sommes vraiment totalement acquis comme auditoire pour l'écouter davantage, parce que nous pouvons en tirer beaucoup d'éléments d'information à même de venir enrichir nos éléments de stratégie et éviter que le pays continue à être sous la férule des gens qui veulent causer du tort au peuple congolais. Mais je suis en train de dire ceci. Quand comme vient de le déclarer le professeur qui est mon grand frère, le professeur Banyakou, il dit que les armes passent par l'Ouganda. Mais il y a quelque chose de très grave. Les Ivoiriens diraient même que grave, c'est petit même. C'est gravissime. Mais comment voulez-vous que nous puissions alors, en ce moment-là, accepter que les négociations se déroulent sous la présidence du président Yoweri Museveni? Vous parlez de quelles négociations? Mais les négociations maintenant entre le rapprochement entre le M23 et le gouvernement de la République. Oui, mais qu'est-ce que vous proposez? Non, mais écoutez, ne serait-ce que ça, c'est très grave. Vous regardez vous ayez l'affaire une du proposition, Rwanda. Le commerce continue à prospérer malgré la guerre, malgré les coups de feu. Les gens tombent, mais les minéraux passent. Ne serait-ce que dire que non, pour des raisons de l'insécurité, la guerre qu'il y a, fermons la frontière. Parce que nous voulons mettre fin à la guerre qu'il y a là-bas, avançons notre QG, notre quartier général de commandement pour les FARDC, pour pouvoir bien gérer la guerre. Est-ce que l'extérieur doit venir nous le dire? Ça, c'est des choses simples qui rentrent dans la gestion normale des choses. Moi, je me souviens, quand il y a eu les 2 guerres du Shabbat, le maréchal Mobutu était parti s'installer à Lubumbashi parce que Kolwezi était tombé et tout ça. Mais il y avait toute la mobilisation générale de nos forces armées. Bon, vous avez l'impression vraiment, en tant que Congolais, que vous êtes en train d'assister à une telle mobilisation. Il se passe des choses qui ne sont pas normales. Il se passe des choses. Il y a d'abord notre propre responsabilité. Reconnaissons notre responsabilité. Oui, le sommet de New York l'a indiqué en ce qui concerne le déficit de leadership en matière de sécurité. Oui. Ça a été dit à haute et intelligible voix. Et aucun officiel congolais n'est revenu là-dessus. Parce qu'il leur avait été démontré que nous étions déficitaires sur ce plan-là. Et c'est dit, le déficit de leadership en matière de sécurité et que nous devons très rapidement engager des réformes sérieuses en matière de défense nationale, de la police et des services de sécurité. Ça, l'opposition est en train de demander, par exemple, au gouvernement, qu'on passe par un dialogue, un forum où nous devons mettre le point sur les i, faire en sorte qu'il n'y ait plus de problème. Nous devons redéfinir les objectifs pour notre armée. D'abord, identifier les effectifs des FARDC.
est-ce que c'est normal que l'on parle d'effectifs au sein de FARDC? Vous Attendez, trouvez ça on normal? va faire comment? Comment est-ce qu'on va faire? On arrête d'abord, on dit, arrêtons d'abord Mais cette guerre. non, nous ne sommes pas là pour Est-ce dire... que le débat qui se tient au sein de l'Assemblée nationale ne suffit pas? Ah ben, ici, le débat qui s'était né, et si même il y avait débat, ça se saurait. Parce que quand on appelle le ministre de la Défense, même pas pour dire qu'on va le descendre, c'est une question orale posée à un membre du gouvernement par l'Assemblée nationale. Ne serait-ce que ça, ne pas l'accepter, ça a choqué les gens. Quand vous refusez même que ces débats-là soient publics, que les gens comprennent, peut-être qu'il y a des raisons d'adhérer au discours du gouvernement. Quand un membre de l'opposition, en l'occurrence Clément Kankou, qui, je lui présente d'ailleurs mes condoléances, j'ai appris tout dernièrement qu'il a perdu son père, le ministre, l'ancien ministre Chibobo Chilapache, le corps va arriver très bientôt. Mais il demande à ce qu'il y ait une manifestation pour soutenir les FARDC. Le gouvernement dit niet, pas question. Mais après, vous sonnez la mobilisation générale. Mais les gens ne se mobilisent même pas. Et ça nous inquiète que les gens ne puissent pas suivre un mot d'ordre qui demande à ce que l'on soutienne nos forces armées, que l'on voit comment bouter dehors l'ennemi, et si ennemi il y a. Mais alors, dans ce cas-là, il y a une ambiguïté, ça devient nébuleux. Moi, je vais vous reprendre autrement en essayant de savoir auprès de vous si ce qui a été dit pendant le sommet de la francophonie par rapport à la situation qui prévaut à l'est du pays ne vous a pas satisfait. Ah, mais je ne sais pas. Je ne sais pas que moi, en ce qui concerne les interventions des autres participants, des autres chefs d'État, je peux dire que je suis satisfait dans la mesure où, quand vous avez suivi, et ce n'est pas la première fois d'ailleurs, vous avez suivi le président français, il a bien nommé le Rwanda. Il a bien nommé le M23. Ce qui est déjà satisfaisant pour vous. Oui, mais si nous devons nous contenter que le président français vienne ici pour nommer les Rwandais et tout ça, mais c'est le maximum, c'est tout ce qu'il pouvait faire. Nous-mêmes, pourquoi nous ne le disons jamais? Alors, que le gouvernement cesse de nous dire que c'est le Rwanda. Moi, j'aimerais bien adhérer à ce que vient de dire le professeur Bagnakou. Il dit bien que n'allez pas tout simplement, ne perdez pas votre temps à citer les Rwandais. Mais je crois même que le seul tort qu'il peut avoir en ce moment, c'est d'avoir raison. Parce que j'ai l'impression que ça me donne aussi. Mais comme je n'ai aucune information, dans l'opposition, vous savez que vous ne manipulez pas beaucoup de dossiers d'État et que vous pouvez perdre les profils de certains événements. Vous pouvez avoir un déficit d'information malgré tous les efforts que l'on peut fournir. Mais la difficulté que nous avons, c'est que les gens qui sont censés avoir l'information, pourquoi est-ce qu'ils ne nous la donnent pas en totalité? Peut-être que le professeur a raison, mais pourquoi le président de la République n'a jamais sorti une tribune quelque part où dit « Regardez les faits, ils sont là. Regardez à quoi nous sommes confrontés. Quelles sont les difficultés? Regardez la situation. Peuple congolais, soutenez-moi et nous allons gagner cette guerre. » Mais on n'a jamais entendu ça du chef de l'État. Déjà vous-même. Ne serait-ce que faire cette analyse. Il y a des experts, la preuve, nous avons le privilège d'avoir les professeurs. Ils ont même le privilège d'avoir les professeurs Bagnakou avec eux. Oui, mais pourquoi ils ne peuvent pas asseoir leur stratégie sur les informations, sur les analyses que les têtes d'intelligence qu'ils sont en train de gérer peuvent produire? Pourquoi pas? Ok, très bien. Monsieur Kangoudi, déjà vous-même qui aspirez à plus de responsabilités pour gérer le pays, pour mettre un terme aux différentes crises, vous avouez que vous n'avez pas les informations que vous devez avoir. Non, attendez, s'il vous plaît, mais peut-être... Non. Oui, très brièvement alors, pour que le professeur Bagnakou vous dise ce qui peut être fait. Il est possible que je n'ai pas toutes les informations. Il est possible. Il est possible. Les informations personne que vous ne détient le monopole de l'information. Oui, celles que vous avez, les bonnes, vous les gardez pour vous. Ah, ça, continuons alors, que le professeur Bagnakou je voudrais ici là, parler des réseaux mafieux. Personne au monde ne peut avoir la prétention, dans une situation nébuleuse, comme lui-même l'a dit, comme celle-là, personne ne peut avoir la prétention de maîtriser les réseaux mafieux. Et ce qui se passe, c'est dit, à côté de toutes ces guerres, qu'est-ce qu'on dit dans cette affaire? L'occupation des 3 villages en menaçant Rutshuru, en menaçant Goma, et c'est une guerre à l'Est. Moi, je veux bien. Mais si vous creusez derrière tous ces hommes en armes, vous trouvez qui? Vous trouvez des boss
qui mettent leur argent peut-être ici, au Congo ou ailleurs. Mais c'est que moi, je voudrais dire, quand je parle de l'Ouganda, je ne dis pas que l'Ouganda officiel laisse le van. Le Kenya est concerné. Disons tous ces étrangers. Pourquoi l'Ouganda? Puisque si vous regardez la ligne Somalie prenant Kenya, il y a tout vraiment un cheminement, un couloir qui est vraiment voué au trafic d'armes, au trafic de matières premières et des ressources naturelles. Donc ça, ce n'est pas connu, ce n'est pas ignoré de gens, ce n'est pas une information tout à fait spéciale. Vous allez à l'Internet et vous voyez. Et de deux, quand on parle de leadership, que lui, le leadership de sécurité, je pense aussi que c'est l'entendement. Les leaderships charismatiques que nous avions, c'est déjà terminé. Nous n'aurons plus un chef d'État puissant qui dit va marcher derrière, et puis Nkrumah, Lumumba, et c'est déjà terminé. Nous sommes maintenant dans les leaderships techniques, les leaderships collectifs. Que le parti de M. Pierre ait pris Pierre comme secrétaire général. Mais il fait partie du leadership, ce n'est plus le président seul. C'est le leadership, c'est comme ça que ça se gère actuellement, la dynamique politique. Ce n'est plus un homme seul. Donc, que le type ne parle pas ou qu'il parle, qu'il utilise une intelligence, mais tout le monde le sait. Et c'est comme ça qu'on parle généralement de leadership technique. C'est une responsabilité collective. Oui, le leadership collectif. Que les Congolais assument ou qui n'assument pas. Ah mais si vous êtes, par exemple, dans la majorité et vous n'êtes pas capable d'assumer, vous ne servez à rien. De la même manière à l'opposition. L'opposition, pour revenir à sa question, si l'opposition se laisse empêcher d'avoir un porte-parole, parce qu'il y a un problème, un déficit, il ne faut pas aller chercher ce déficit par une superpuissance de pouvoir, mais des questions de dire, est-ce que la compétition est réellement une compétition au niveau de l'opposition, une compétition qui peut permettre, moi je peux me permettre de le dire, puisque je suis allé prendre le Tshisekedi, quand j'étais encore à la prison, Tshisekedi, dans son village pour l'amener à Kinshasa, par les Badolite, les François Mamba, une grande partie d'opposants qui étaient en Europe, je suis allé le prendre. Vous savez la question que le président Mobutu leur a posée? C'était laquelle? Vous êtes venus, quel est maintenant votre projet alternatif par rapport au... Et qu'est-ce qu'il disait? Bon, il disait qu'on va réfléchir. Il disait qu'ils allaient réfléchir. Ils allaient réfléchir, qu'on leur donne le temps, qu'ils allaient réfléchir. Mais alors, quand vous dites que vous allez réfléchir et qu'on vous absorbe un à un, qui on l'amène au parti politique, au bureau politique, qui on l'amène ministre, et puis vous êtes dilué, vous allez dire que non. Et je me souviens, il y a un certain Mayele qui était le groupe, je crois qu'il était opposant en Suisse, qui est venu, il lui a dit, moi, je ne peux être avec les autres que lorsque je vous aurai déposé mon programme, ce qu'ils appelaient son projet de programme. Voilà, c'est des exemples, un peu comme le Yahoo dans les temps. Est-ce une façon pour vous de dire oui, que une cette façon de dire n'a pas de projet? Il ne faut pas... La dynamique de l'opposition, je l'étudie depuis pratiquement les années 85-86. Oui, quand vous observez celle qui est en place oui, et je sais que aujourd'hui. le problème fondamental, c'est que les gens... Et j'ai dit, carrément, je ne peux pas me le cacher. Aujourd'hui, vous allez me demander à Tshisekedi que non, attendez, le président, le porte-parole, c'est Kamere. Bon, écoutez, vous attendrez longtemps. Ça ne passe pas. Ça ne peut pas. Que vous attendez, quand Jean-Pierre sortira, il va prendre. Mais ça ne passe pas. Et ça, c'est depuis très longtemps. Je vous dis que je quitte avec cet homme de Mbujimaï jusqu'ici, avec la promesse qu'il va devenir chef de Premier ministre. On arrive, il a reçu des instructions, on arrive ici, il dit que non, moi je ne peux pas travailler avec Mobutu. Et vous avez quitté Mbujimaï. Et donc, la même situation, je pense que là, le problème, je fais confiance au secrétaire général du parti de monsieur, le parti Union pour la nation congolaise. La nation congolaise. Je vous fais confiance, je pense qu'il faut poser le problème en termes de compétences réelles de l'opposition. Vous savez de comprendre, je vois tous les jeunes gens des MLC qui sont vraiment des brillants garçons, que j'admire beaucoup, que j'aurais bien voulu les avoir avec nous, pour faire une dynamique compétitive et réelle. Vous les avez, mais posez le problème. Posez le problème au niveau de l'opposition. Et vous verrez que ça va se résoudre, puisqu'il y a des gens qui ne sont pas capables de développer un discours sur un programme.
Dites-moi, professeur Bagnacourt. Non. S'il vous plaît, monsieur Kamboudi, on vous remettra la parole. Ne vous en faites pas, vous aurez la parole. C'est un problème important, la parole ici est libre et elle est reine, monsieur Pierre Kamboudi. Si on va vous la donner. Libre, monsieur, je vais vous la donner, juste après avoir posé au professeur Bagnacourt la question de savoir si on peut, comme à l'époque où Abdoulaye Wade, président du Sénégal, est venu ici pour apporter quelque chose à la question zaïroise de l'époque, s'est exclamé en disant mais cette classe politique zaïroise en général, pareil, comme il n'a pas de ça culture. n'a pas été correct de la part de Wade. Wade est arrivé ici là. Oui, mais pas sur les mêmes choses. Non. Ce n'est pas correct. Très brièvement, pour que M. Kamboudi dise. Puisque si c'est ça que Diouf veut faire, Macky Sall veut faire la même chose, on ne va pas l'accepter. On ne va pas l'accepter puisque Wade est arrivé ici là, on lui avait demandé. Le projet de questionnaire qu'il a remis, c'est Kabouya et moi-même, sous la direction de Kema qui avait fabriqué. Il a été incapable, avec Goudiaby, je cite des noms, avec Goudiaby... Très brièvement. Oui, de rendre ces formulaires qu'on lui a préparés, les poser en termes pratiques avec le Congolais. Pierre Goudiaby n'était pas. Oui. Bon, ils n'ont pas été capables. Et puis, il se réveille après avoir peut-être empoché ce qu'il voulait bien avoir, puisque ça se répète un peu. Alors il dit, non, ici je ne peux pas, la question congolaise puisqu'il n'a pas une culture. Et quand on voit ce qui vient de se passer, pour s'accrocher au pouvoir, à changer de constitution, alors c'est ça la classe, si c'est la culture politique sénégalaise, et j'en doute. Oui, mais quand vous dites Macky Sall, qui est venu ici, qu'est-ce que vous désapprouvez dans cette démarche? Moi, ce qui m'a scandalisé, c'est que dans son discours, il n'a pipé aucun mot sur ce que nous appelons la guerre d'agression. Il a parlé du Mali. Il a pipé. Et puis il nous ramène au problème du Mali, du Nord Mali. Oui, bien, nous voulons bien. Mais pourquoi est-ce que lui, ici sur place, et entre nous, soi-disant en passant, c'est un ancien ministre de l'Intérieur qui a été avec le pouvoir, qui s'est détaché pour entrer, c'est de son droit. Mais ce n'est pas la formule la plus démocratique qui soit, ce n'est pas puisqu'on a gagné les élections contre un dictateur ou qu'on devient automatiquement dictateur. Peut-être le dictateur vous fait la passe pour ne pas avoir plus de dégâts. Donc je crois que moi je n'ai pas été du tout content. Oui, là nous sommes dans le sommet. Oui, dans le sommet. Pourquoi vous n'avez pas été content et pourquoi? J'estime que quand vous arrivez, et puis, je ne suis pas content non seulement oui, très brièvement, pour que M. Kamboudi nous dise ce qu'il pense de tout ce qui se dit. François Hollande était déjà au Sénégal, ils se sont dit ce qu'ils devraient se dire. Abdou Diouf, qui est sénégalais, était ici. Il devrait dire la pensée exacte de ce qu'il pense. Mais aucun chef d'État de l'Afrique centrale qui se sont présentés, on l'a bien dit, Paul Biya ne se présente pas souvent dans des conférences comme ça. Il est venu, Sassou Nguesso est venu, Ali Bongo est venu. Et Bouzizi est venu, mais 4 chefs d'État qui, au cours d'un sommet comme celui-là, n'ont pas même, protocolairement, n'ont pas eu même l'occasion de parler et de dire un mot. À qui la faute? Le protocole. Le protocole. Oui. Monsieur Kamboudi, on est dans le sommet, vous y revenez ou bien vous faites les choses autrement? Que nous sommes en train de dénoncer. Juste une petite parenthèse. Oui, mais faiblesse pour apporter des propositions et des solutions. Je suis en train de dire que dans le cahier des charges présenté, il y avait beaucoup, les gens, c'était vraiment les derniers des points. Il y avait le problème des droits de l'homme, il y avait le problème de la guerre de l'Est, il y avait le problème du processus démocratique. Ça, on en a parlé. Ainsi de suite. Et c'est les derniers points, comme ça, pour terminer, il y a même, nous, là, l'opposition a des problèmes, mais rassurez-vous, l'opposition s'est déjà mise d'accord, a déjà appelé à ce que l'on convoque la plénière de l'opposition de manière à adopter son règlement intérieur en plénière et passer à la désignation, si vous voulez, s'il n'y a pas de consensus, c'est tout à fait normal, les ambitions, on ne peut pas les étouffer. Et dans une démocratie, on va procéder à l'élection du porte-parole de l'opposition, on ne peut pas étouffer les ambitions des autres, ce qui est tout à fait normal. Là n'est pas le problème. Où se trouve le problème? Où se trouve le problème? Là n'est pas le problème, et je peux vous dire que le MLC est composé d'un leadership avec la plupart des responsables très élégants, très intelligents. Ce n'est pas là que vous allez trouver nécessairement le blocage. Non. Donc, je vais dans le même sens que vous. Mais le problème dont il est question ici, s'il vous plaît, professeur, vous n'êtes pas n'importe qui, vous n'êtes pas simplement professeur. Vous avez plusieurs casquettes. Qui peut mobiliser l'opinion face
à la situation. Puisque le vrai problème que nous avons ici, c'est celui-là. En ce moment, même si on peut dire que non, il s'agit de quelques villages, mais c'est la guerre, professeur. Nous avons plus de 260 écoles détruites. Oui. Plus de 80 000 enfants dans la rue qui ne savent pas aller à l'école et qui viennent s'ajouter, d'après les statistiques, les dernières statistiques, par rapport à la conférence du ministre de l'Enseignement organisée par le ministre du gouvernement central. Il avait appelé les ministres du gouvernement provinciaux ici à Kinshasa. On avait déjà plus de 7 millions d'enfants, c'est-à-dire des enfants de l'école primaire et secondaire et des adolescents en âge de scolarité qui ne fréquentent pas l'école. Plus de 7 millions depuis les événements de 1996 jusqu'à ce jour, puisque les dégâts n'ont jamais été réparés. Mais il nous reste 10 minutes. On va compter comme ça jusqu'à 10 minutes. Il y a dans le mémo de l'opposition, il y avait aussi le volet humanitaire, n'est-ce pas? Comment on peut venir en aide à tous ces sinistrés? Et des sinistrés, il y en a des masses. Vous parlez de l'opposition. L'opposition ne vient pas le main vide. Nous avons actualisé le plan de sortie de crise et que nous avons publié sous la plume de l'honorable président Vital Kamerhe. Mais on a réfléchi, on a soumis ça à tout le monde. C'est pour dire que c'est ça notre contribution à la recherche de la paix dans notre pays. Qu'est-ce que nous pouvons faire? On n'a pas dit que vous devez adhérer à ce schéma, mais discutons autour de ça. OK, qu'on se le dise. Ça, vous l'avez aussi dit à M. François Hollande. C'est pas oui ou par non, c'est très simple. Cela va de soi, c'est tout à fait normal. Il nous reste moins de 10 minutes, on peut poser même 20 questions avant de terminer. Vous avez également parlé avec lui de la question du porte-parole de l'opposition. Et vous lui avez dit que quoi qu'il arrive, vous aurez un porte-parole. Non, ça n'a pas été dit comme ça, c'est d'après Je reprends les choses comme ça parce que le professeur Bagnakou faisait remarquer qu'il vous sera impossible de désigner un porte-parole. Le professeur Bagnakou a des raisons de le dire qui ne sont pas celles de l'opposition. Ce ne sera pas impossible, mais difficile. Difficile. Mais qu'est-ce qui peut être facile sur la terre des hommes? La vie est un combat, quand on le dit. C'est pourquoi je vous propose d'aller dans la logique des compétences. Voilà, et en matière d'exercice de pouvoir, vous ne pouvez pas trouver l'unanimité, puisque c'est à ce moment-là que vous êtes face à des ambitions, légitimes ou pas, puisque les ambitions peuvent aussi ne pas être légitimes, surtout quand il parle de compétences. Il faut voir le profil de certains des candidats, c'est à ce moment-là. Qu'on se le dise entre nous. Non. Vous ne roulez pas pour M. Tshisekedi. Mais M. Tshisekedi n'est pas l'opposition, il n'arrête pas de le dire. Et c'est là que je suis en train de dire que ne mêlez pas M. Tshisekedi dans cette affaire. Vous roulez pour Vital Kamerhe, c'est l'UNC, c'est clair. L'UNC, la direction politique nationale s'est réunie et a proposé la candidature de notre président national au poste de porte-parole de l'opposition. Il a été soutenu par l'Alliance Vital Kamerhe, qui est la plateforme qu'il a soutenue aux élections présidentielles. Oui. Et nous avons travaillé avec beaucoup de partis et de l'opposition sur ce point-là. C'est bien beau. Je m'excuse beaucoup, mais c'est bien beau d'avoir un président de la République qui est du Katanga, un premier ministre qui est du Maniema, un chef de l'opposition, un porte-parole de l'opposition qui est du Kivu. Pour faire remarquer. Et puis M23 qui est du Nord Kivu. Pensez-vous que vraiment que les gens s'admirent, ils disent bravo, ça va comme ça? Ah non. Non. Écoutez, c'est trop ça. C'est trop beau et c'est trop simple. Je suis choqué que ça vienne du professeur Bagnakou. Oui, non, je l'ai dit. Le professeur Bagnakou, vous l'avez souligné ici, a été ministre. Ancien ministre de l'énergie. Oui, depuis la Deuxième République, n'est-ce pas? Oui. Il a beaucoup travaillé avec le président Mobutu. Oui. Mais nous nous sommes retrouvés à un moment donné dans ce pays avec le président Mobutu comme président de la République, avec le nommé par Mobutu, mais nous sommes ici dans une dynamique démocratique. Mais là, c'est Mobutu qui non, ça change. Ici, là, maintenant, nous avons M. Kengo. On a M. Kengo qui est président de l'Assemblée du Sénat. Oui. On a M. Bagnakou qui est excusez-moi, qui est président de l'Assemblée nationale. Ça joue déjà un équilibre avec le président et le Premier ministre. Ça joue déjà un équilibre, il ne faut pas exagérer. Ce n'est pas possible. Ici, ce sont des problèmes de l'opposition. Vous êtes du pouvoir, vous gérez vos affaires, nous, on n'est pas rentré là-dedans. Je voulais faire remarquer seulement. Non, mais l'opposition a sa dynamique interne dans laquelle... C'est ça le discours que certains de nos amis
sont en train d'essayer. Je comprends maintenant l'origine de ces discours-là. Ah oui, moi, je ne Très bien. vous le cache pas, j'ai dit en tout Admettons, cas, ça ne vient pas, ce n'est pas ma position. Professeur Bagnakou, Donc, ça, c'est Monsieur des Jean discours, Kangoudi, s'il vous vous- plaît, admettons que ça C'est un devient discours une dangereux question si vous congolo-congolaise. Il est réaliste. Non, S'il vous c'est très grave, puisque Il est que réaliste. cela vienne d'un intellectuel qui oui. disent que non. Mais est-ce que d'abord, on vous a dit que Vital Kamerhe, c'est une gestion personnalisée? Non, mais mais non, il ce n'est a- pas une non. gestion personnalisée. Très bien. Nous avons, Le temps nous est avons imparti. travaillé Le temps nous est avec imparti, monsieur toutes- Kangoudi. toutes S'il vous les plaît. composantes de l'opposition. J'ai dit Oui. bien toutes les composantes. Et Pour terminer. Je voudrais Pour terminer, encore... s'il vous plaît, pour terminer, le temps nous est imparti par la grille des programmes, par la direction des programmes et largement aller au-delà. Oui. Ça pourra être une question congolo-congolaise qui pourra être reprise dans un autre cadre, peut-être encore ici, Oui. sur les plateaux de Biwan, et on y reviendra comme on a essayé d'entrer dans l'organisation du sommet, dans ce qui a été dit, dans ce qui a été projeté et dans ce qui est envisagé pour les jours qui viennent. Professeur Bagnakou, à vous je dis merci beaucoup d'avoir accepté de nous inviter sur ce plateau de Biwan. De la même manière, je dis merci à M. Pierre Kangoudi, secrétaire politique national de l'Union pour la nation congolaise, UNC. Messieurs, mesdames, à dimanche prochain, rendez-vous, on essaiera. Nous nous obligerons à être là à temps. Dimanche prochain, 20h30, prochain rendez-vous entre guillemets. Et pour ce dimanche, nous fermerons définitivement les guillemets. Messieurs, mesdames, bonsoir.